Bien, eh bien, nous reprenons nos travaux de cette journée, cette première journée du colloque, et nous avons une session qui est intitulée Boulez au prisme de l'archive, avec deux exposés, celui d'Alain Gagliari et celui d'Agnès Simon-Recht. Je vais introduire tout de suite Alain Gagliari, qui est musicologue, qui est secrétaire du comité musical succession, il faut être précis, Pierre Boulez, et qui est l'auteur d'un monumental catalogue qui vient de paraître de l'œuvre de Pierre Boulez aux éditions de la Philharmonie de Paris cette année. On espérait avoir un exemplaire de ce catalogue à vous présenter pour, en quelque sorte, alimenter votre pulsion de savoir. Il va peut-être arriver, si je l'ai, que ce soit avant la communication, maintenant c'est trop tard, ou après la communication d'Alain Gagliari, ou demain. De toute façon, je vous le présenterai. C'est le type d'œuvre et de livre qui compte pour faire le point sur un dossier extrêmement complexe, celui de l'œuvre de Pierre Boulez. Et vous allez comprendre pourquoi. On sera entre la science de la bibliométrie, de la bibliologie, pardon, de la bibliothéconomie, ou je ne sais pas comment on dit, de la génétique des œuvres et du savoir érudit. La parole est à Alain Gagliari. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, on m'avait demandé pour ce colloque de faire une communication autour des archives boulésiennes que j'ai fréquentées pour la préparation en particulier, d'une manière plus approfondie que je l'avais fait jusque-là, pour la préparation pendant plusieurs années de ce catalogue de l'œuvre de Pierre Boulez, qui est donc paru aux éditions de la Philharmonie de Paris au mois de mars dernier, et qui m'a donc amené à m'intéresser de près aux archives du compositeur. Alors, aux archives au pluriel, parce que ce n'est pas pour rien qu'on peut mettre le mot pluriel concernant Pierre Boulez, car comme on peut l'imaginer, les archives boulésiennes sont à la fois étendues et multiples. Chaque volet de l'activité elle-même multiple de Pierre Boulez ayant son lot d'archives. Personnellement, c'est donc à l'œuvre du compositeur à laquelle je me suis attaché. Ce sont donc les traces de cette activité première de Boulez dont je vais pour l'essentiel vous entretenir aujourd'hui, même si je terminerai mon propos par un point plus général sur les archives. Autant certaines des archives boulésiennes sont géographiquement étendues, celles en particulier liées à son activité de chef d'orchestre, autant les archives du compositeur possèdent un épicentre bien connu des chercheurs. Je veux parler de la fondation Paul Zarrer de Bâle. Alors, il faut que j'appuie ici, je crois. Voilà. Donc, cette fondation qui est à Bâle, où sont réunis la plupart des manuscrits musicaux de Pierre Boulez. Cette concentration n'est pas le fruit d'un hasard, mais celui de la volonté de Pierre Boulez, confirmée par la signature d'un contrat qu'il signa dans les années 80 avec le chef d'orchestre et mécène suisse Paul Zarrer, qui était l'un de ses amis de longue date. La première rencontre entre les deux hommes date de 1951. Elle arrive très tôt dans la carrière de Pierre Boulez, et elle est encore anecdotique à ce moment-là, puisque Paul Zarrer était alors en quête d'un joueur d'onde marteneau pour une exécution qu'il préparait de l'oratorio d'Arthur Honegger, Jeanne Aubuchier. Et c'est Honegger lui-même qui proposa le jeune Boulez, qu'il avait déjà présenté à Jean-Louis Barrault, à ce même titre d'ailleurs, 5 ans auparavant. La notoriété de Boulez ayant fait dans les années suivantes les progrès que l'on sait, Zarrer invita Boulez à diriger Pli selon pli à Bâle en 1960 et a donné parallèlement une première série de cours de composition et d'analyse à la Musikakademie de la ville. En remerciement, Boulez lui offrit le manuscrit de la dernière pièce de Pli selon pli, Tombeau, complété 2 ans plus tard par certaines esquisses du cycle. Il lui remettra de même le manuscrit de Messages esquisses, écrit en 1976, à l'occasion du 70e anniversaire de Zarrer. Et l'année suivante, Paul Zarrer fit de son côté l'acquisition du manuscrit du Marteau sans maître. Le mécène avait alors déjà posé la première pierre d'un centre de recherche consacré à la musique contemporaine,
sur la base de sa collection personnelle, il était collectionneur de manuscrits, et de plusieurs fonds d'archives de compositeurs qu'il avait acquis entre-temps, notamment certaines archives d'Igor Stravinsky acquises en 1983, et également des archives d'Anton Webern et de Bruno Maderna. En 1984, Boulez offrit en ce sens à Paul Zarrer l'ensemble des lettres qu'il avait reçues de Stravinsky. Il s'engagea la même année à remettre ses propres manuscrits musicaux à ce qui était devenu entre-temps officiellement la Paul Zarrer Stiftung, la fondation Paul Zarrer. Boulez effectua ainsi un premier envoi en septembre 1985 comportant les manuscrits de ses œuvres de jeunesse, inédites pour la plupart, avec ceux de plusieurs projets relégués ou abandonnés, tels l'Orestie, Marge, Oubli signal lapidé, et aussi l'ensemble des esquisses et manuscrits des 2 livres des structures pour 2 pianos, de la 3e sonate, ainsi qu'un ensemble de matériaux relatifs à pli selon pli et à rituels. Y étaient joints plusieurs correspondances avec Jean-Louis Barrault, avec René Char, avec Olivier Messiaen ou Karl-Heinz Stockhausen. Un 2e lot fut remis en décembre, comportant un ensemble plus large encore de manuscrits du premier visage nuptial à Domaine. Ces premiers versements, déjà importants, furent officialisés par la signature en avril 1986 d'un contrat par lequel Pierre Boulez s'engageait à remettre l'ensemble de ses manuscrits en sa possession, ce qu'il fera en plusieurs étapes jusqu'à sa dernière année d'existence. 25 ans durant, de 1990 à 2016, Robert Pięćikowski sera chargé, au sein de la Fondation Zarrer, d'identifier, de classer et de décrire cet énorme corpus patrimonial en évolution continue dont il établira l'inventaire détaillé. Pięćikowski en publiera en 1988 un premier résumé mis à jour à plusieurs reprises, la dernière édition datant de 2008. Alors là, je vous reproduis juste la couverture de cet inventaire, ce squelette d'inventaire. Il ne s'agit pas d'un inventaire détaillé, mais une sorte de résumé d'inventaire avec la première page qui vous permet de voir comment les choses sont faites. En 2017, la succession de Pierre Boulez effectua 2 ultimes dépôts à la Zarrer, contenant les manuscrits des projets auxquels Pierre Boulez travaillait dans les dernières années de sa vie, dont ceux des notations pour orchestre numéro 5 et numéro 8, recueillis dans ses différents domiciles. J'ai tenté dans mon catalogue une description de ce dernier lot, dont les pièces restent toutefois à être identifiées et inventoriées une à une de façon plus précise. Avec plusieurs centaines de documents couvrant l'ensemble de la production du compositeur, le fonds de la Fondation Zarrer constitue de loin la première source archivistique pour l'œuvre de Pierre Boulez. La collection s'est d'ailleurs enrichie au cours des années de plusieurs manuscrits et documents d'origines diverses, achetés par la Fondation à divers propriétaires ou lors de ventes publiques, ou même acquis par des donations spontanées. Au-delà des manuscrits musicaux, elle recueille également un large ensemble de documents complémentaires, dont plusieurs correspondances, ainsi qu'un bel ensemble de manuscrits de textes de Boulez, mais aussi des partitions imprimées, des programmes de concerts, des photographies, des enregistrements audio ou vidéo, etc. Plusieurs des fonds d'archives d'autres musiciens détenus à la Fondation Zarrer recueillent par ailleurs des documents d'intérêt boulezien qui viennent compléter les manques éventuels. La collection du chef d'orchestre Ernest Bourg m'a ainsi été particulièrement précieuse dans l'établissement des versions de la cantate Le Soleil des eaux. La question des versions et plus généralement le mode de travail de Pierre Boulez constitue une difficulté particulièrement épineuse pour le repérage et l'étude des sources manuscrites du compositeur. On sait que les compositeurs ont souvent utilisé des matériaux préexistants pour servir à l'écriture d'une nouvelle œuvre. On cite souvent à ce sujet le cas de Bach, dont nombre d'œuvres recyclent de larges fragments, parfois même des mouvements entiers d'une œuvre antérieure, transcrits en une version formant telle ou telle partie de l'œuvre nouvelle. On trouve au reste cette technique du recyclage chez la plupart des compositeurs, mais Pierre Boulez est connu pour l'avoir pratiquée d'une façon à la fois étendue et singulière, qui donne à son œuvre le caractère d'un labyrinthe surprenant, où le chercheur encourt un risque majeur, celui de se perdre en chemin.
L'usage du réemploi de matériaux préexistants présente en effet une difficulté majeure pour l'étude de la genèse d'une œuvre. Prenons à titre d'exemple, le cas de la pièce intitulée « Éclat », composée en 1965 par Pierre Boulez. Au-delà de la poétique de scintillement que le titre suggère, ce titre n'est pas ici pour rien. Le matériau d'éclat provient en effet de fragments de 3 partitions antérieures écrites de 1955 à 1960, la musique de scène composée pour l'Oresti, une pièce pour flûte inachevée intitulée Strophe, ainsi que la première version pour chant et piano de Don, première pièce qui ouvre donc le cycle pli selon pli. Outre que les pièces sources peuvent connaître elles-mêmes différents états et servir à des projets ultérieurs, on imagine la difficulté qui existe à suivre les méandres qui concernent l'œuvre à laquelle on s'attache. Alors ici, donc, je vous ai montré, là vous avez Éclat, et vous avez en haut les... J'ai pas l'habitude d'utiliser ces engins. Strophe, l'Oresti, et puis donc pli selon pli, qui ont alimenté la partition d'Éclat à divers titres. Je vous ai mis aussi un autre exemple qui est là, ici, Oubli, signal lapidé, ça va dans l'autre sens, à partir de cette pièce inachevée qui s'appelle Oubli, signal lapidé. Pierre Boulez a utilisé le matériau de cette pièce inachevée pour d'abord le deuxième Oubli, signal lapidé qui est là-haut, mais également pour le tombeau à la mémoire du prince Fürstenberg, et également pour Coming is der Dichter. Coming is der Dichter étant la première version qui aboutit à la deuxième version ici, et le tombeau à la mémoire du prince devenant, dans une nouvelle version, la cinquième pièce de Pli selon pli. Donc juste 2 exemples pour vous montrer l'enchevêtrement génétique, on peut dire, de l'œuvre de Pierre Boulez, qui constitue une difficulté naturellement pour les chercheurs, mais a priori et d'abord pour l'archiviste qui doit classer tous ces documents. Alors c'est d'autant plus difficile que les manuscrits que Boulez a utilisés s'est servi pour une autre œuvre ne portent pas la mention de titre ou de référence à cette autre œuvre dans la plupart des cas. Donc ici, par exemple, vous avez la première version de Don, donc la première pièce du cycle Pli selon pli. La première version était pour voix et piano. C'est le manuscrit de Pierre Boulez qui a servi à la pianiste qui a joué pendant 2 ans avant que Boulez n'orchestre la pièce, qui s'appelait Maria Bergman. Et Boulez a rajouté, vous le voyez, à l'encre verte ou au crayon fin, toujours dans son écriture minuscule, toutes sortes d'annotations qui sont faites en fait pour Éclat, pour la réalisation d'Éclat, mais naturellement le titre Éclat lui-même n'apparaît pas dans cette partition, donc il faut vraiment chercher les déductions. Et c'est le travail remarquable qu'a fait Robert Pieczykowski pendant 25 ans sur tous les manuscrits, en s'aidant bien sûr de divers documents et des conseils et des réponses à ces questions que Boulez a pu lui donner. Alors, s'agissant d'Éclat, on sait qui plus est que le cheminement ne s'arrête pas là, puisque la partition a elle-même donné lieu à une extension inachevée intitulée « Éclats multiples ». Rares sont les œuvres de Pierre Boulez qui ne révèlent pas, peu ou prou, de ces rattachements génétiques multiples qui transforment son catalogue en un labyrinthe hypnotique. Beaucoup de ces manuscrits musicaux sont ainsi surchargés d'annotations qui renvoient à un projet ultérieur, comme c'est le cas ici. La notion d'archive prend, chez Boulez, une ampleur et une allure bien différentes de ce qu'elles sont chez la plupart des autres musiciens. Pour le chercheur, il ne s'agit plus seulement de comparer des états de la même œuvre présentant des différences plus ou moins grandes, mais aussi de remonter le fil de ce que Boulez lui-même nommait prolifération. La relation à l'archive s'en trouve radicalement différente, puisqu'il ne s'agit plus seulement de jouer au jeu des 7 erreurs, ce qu'il faut tout de même faire dans nombre de cas, mais de partir aussi dans un décodage par strates où les manuscrits se livrent en transparence les uns des autres et donnent aux musicologues généticiens l'allure d'un archéologue en pleine fouille. En ce sens, la volonté de Pierre Boulez de regrouper ses archives en un même lieu paraît nullement fortuite. Elle ne s'explique pas non plus strictement, à mon sens,
par le lien de fidèle amitié qui le liait à Paul Zarrer. Je crois qu'elle révèle d'abord le souhait du compositeur de préserver l'ensemble de ses propres traces afin de les transmettre à la disposition des chercheurs à venir, plutôt que de laisser les dites traces s'éparpiller au gré des hasards de la postérité, ce qui menaçait de rendre la remontée du labyrinthe à peu près impossible. C'est en ce sens que je lis en tout cas une petite phrase de Boulez, trouvée dans le livre d'entretien avec Michel Archimbaud, où Boulez dit « Je crois que j'ai laissé beaucoup de travail aux musicologues », ajoutant « Toutes mes œuvres font partie de mon journal intime ». Aveu plutôt rare et étonnant de la part de ce grand pudique qu'était Pierre Boulez, qui défendit si farouchement son intimité et nia la dimension autobiographique de l'œuvre, ou du moins l'intérêt de cette dimension, mais qui, par le dépôt de l'ensemble de ses archives en un lieu unique, aura voulu, me semble-t-il, rendre possible le décryptage de son œuvre. On connaît la fameuse formule du prédicateur jésuite du grand siècle, Louis Bourdaloue, reprise partout sous diverses formes. « Dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes ». Ce que Boulez, en ses archives, semble paraphraser à sa manière. « Fréquentez mes manuscrits, ils vous diront qui je suis ». Il écrivait au reste en 1979, dans un texte devant servir de préface à la biographie de Gustave Mahler par Henri-Louis de Lagrange, début de la citation, « Toute musique est un aveu, bien sûr. Toute musique trahit son auteur de la façon la plus indiscrète. » Fin de citation. Je laisse à la méditation de qui voudra ce pont jeté entre l'œuvre et l'homme, mais il est certain que le visage complexe et entremêlé que montrent les archives boulésiennes, où toute pièce, ou presque, est à la fois elle-même et autre chose, informe la dimension secrète de la subtilité de l'œuvre boulésienne, une subtilité qui n'est pas que d'élaboration et d'intellectualité, mais aussi d'épaisseur et de mystère. Cela dit et posé, je retourne à la question purement archivistique dont je suis venu vous entretenir. On pense manuscrit dès lors qu'on parle d'archives musicales. Les archives musicales, et en particulier celles de Boulez, se composent en vérité de différents types de matériaux très différents, y compris en ce qui concerne les seuls manuscrits musicaux. Ce terme générique mérite en effet d'être précisé. Les manuscrits musicaux ne sont pas tous de même nature et leur description reste à cet égard souvent problématique. Il existe bien dans chaque langue un certain usage pour rendre compte des différents types de manuscrits, mais la précision manque malgré tout au vocabulaire utilisé pour décrire les manuscrits musicaux. L'objet n'est pas le même, en effet, s'il s'agit d'une mise au propre réalisée avec soin par le compositeur pour l'édition de la partition ou pour son exécution, ou s'il s'agit d'une copie effectuée à la va-vite pour un besoin autre, comme cela était le cas de beaucoup de manuscrits à une époque où la photocopie, sans parler de la numérisation, n'existait pas. On tente dès lors de distinguer ces degrés d'autorité en parlant de manuscrits autographes ou de copies autographes ou de première mise au net ou de mise au propre, deuxième mise au net, etc., voire de mise au net définitive. On voit bien qu'il s'agit là d'une recherche de termes pour désigner des autographes supposant une valeur informative plus ou moins élevée. Pour l'étape précédente, on parlera plus volontiers de brouillons, le plus souvent sans autre qualificatif, malgré les degrés d'élaboration qui peuvent être là encore très différents, certains brouillons s'avérant suffisamment avancés pour être parfois décrits comme pré-mise au net, dernière étape supposée avant la copie au propre. Les pièces manuscrites relevant de l'étape première de l'œuvre sont quant à elles regroupées sous le vocable global d'esquisse, au pluriel, donné au pluriel car les esquisses peuvent regrouper aussi bien des notes manuscrites de nature et de niveau de contenu très différents, projets esthétiques, plans formels, tableaux en tout genre, projets d'instrumentation, textes associés, etc., que des premiers fragments musicaux déjà bien élaborés. Alors là, je vous propose une double page du catalogue qui montre deux éléments de ce que je décrivais. Il s'agit d'une œuvre, une des dernières œuvres de Pierre Boulez inachevée, donc qui a été retrouvée chez lui après son décès, qui s'appelle « Ombre ». Et vous avez ici, par exemple, ce manuscrit-là, cette œuvre est faite à partir d'un court extrait d'un poème de Paul Celan. Donc vous avez ici dans les esquisses
le texte que Boulez souhaitait utiliser, recopié par lui-même. Vous avez dans ce document-là, à gauche, sur la page de gauche, une sorte de mélodie qui est basée sur chacune des syllabes du texte. Et puis, vous avez en haut un premier brouillon où on voit déjà une première mise en musique, on peut dire, à partir à la fois du poème ici et à partir de la mélodie qu'il souhaitait utiliser. Je parle de mélodie, il ne s'agit sans doute pas d'une mélodie, mais plutôt d'une sorte de schéma, de série de notes, syllabe par syllabe. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Ça reste sujet à discussion. Personne n'ayant travaillé encore véritablement sur ce manuscrit. Donc, je vous montre un autre état, par exemple, qu'on peut trouver dans les esquisses. À gauche, vous avez des esquisses, une page d'esquisse concernant Répond. Il s'agit d'une esquisse qui est là pour le traitement électronique des accords. Et puis, sur la droite, vous avez donc un tableau de multiplication d'accords. C'est juste un détail, parce que le tableau est beaucoup plus grand. Je vous ai mis simplement un détail pour le chapitre 1 du deuxième livre des structures. Donc, vous voyez, sous le terme esquisse, on trouve des éléments musicaux très, très différents. Alors, 2 remarques à ce stade. Premièrement, tous les manuscrits ne sont pas complets. La plupart le sont, mais il peut y avoir des manques. Certains sont incomplets, soit parce qu'une page ou 2 manquent, soit parce que tout simplement, comme c'est le cas de Ombre, ils sont inachevés. L'œuvre est restée en chantier. Deuxième remarque, une pièce peut exister en plusieurs manuscrits, présentant des différences plus ou moins importantes. La sonatine pour flûte et piano et la première sonate pour piano constituent à ce titre des cas particulièrement intéressants. Il existe en effet pour ces 2 œuvres plusieurs manuscrits présentant des différences qui témoignent de la volonté progressive du jeune Boulez, puisqu'on est là juste après-guerre, de gommer peu à peu les marques trop visibles de l'influence première de Jolivet ou de Messiaen, cette démarche de gommage constituant un élément important de la formation de son premier style. Alors voilà par exemple ici, je vous ai mis ici, concernant la première sonate, le début de l'œuvre telle qu'on la connaît, telle qu'elle a été éditée donc, selon un manuscrit qui date de 1949. Ici, vous avez un premier manuscrit qui est l'état original, qui lui date de 1946. Et puis en dessous, vous avez un deuxième manuscrit qui est une version intermédiaire entre le premier et l'édition finale qui date de 1947. Et on voit nettement des différences majeures. Dès qu'on le regarde de près, on voit beaucoup de différences très intéressantes. Par exemple, au tout début, ici, vous avez une sorte de cluster qui est de 3 notes dans le grave, qui est diffusé note à note. Ce cluster, dans la version intermédiaire, a complètement disparu. Dans la version finale, il a également disparu. Il réapparaît ici encore, il aura disparu également. Et puis, vous pouvez voir que le début ici, la deuxième mesure devient le début et est repris ici avec des changements plus ou moins importants. Le famille qui est ici en seconde devient un famille en neuvième, etc. Donc, Boulez a reformulé son vocabulaire en supprimant parfois des parties complètes du manuscrit parce qu'il souhaitait gommer l'aspect de l'influence très nette qu'il y a eu dans les années 45-46 des œuvres d'André Jolivet et de Olivier Messiaen, et très vite, ça allait très vite à cette époque dans son esprit, comme ça a toujours été d'ailleurs. Donc à ce moment-là, il évoluait extraordinairement vite, et donc il a souhaité petit à petit gommer cet aspect de cette influence de Jolivet et de Messiaen. Donc ces manuscrits, l'étude des manuscrits est particulièrement intéressante. Alors ces 2 manuscrits, le manuscrit d'en haut, il est à la BNF, il n'est pas chez Harreur, et ce manuscrit-là, il est la propriété d'un collectionneur privé que les Boulésiens connaissent bien, qui s'appelle Ralph Fasset. Alors, dans l'analyse du catalogue consacré à la première sonate pour piano, j'ai fait ainsi reproduire la première page du manuscrit initial de 1946, c'est donc celui d'en haut,
à celle du manuscrit, donc de la version intermédiaire, réalisée l'année suivante, qui est celui d'en bas. J'ajoute ici donc la version finalement publiée en 1954, qui correspond au manuscrit établi en 1949, qui, lui, est présent à Bâle, à la Fondation Zarrer. Alors, autre remarque, il faut noter qu'à partir des années 80, on voit aussi de plus en plus souvent apparaître dans les archives boulésiennes des photocopies de manuscrits, dont certaines sont annotées. Ils correspondent à deux réalités différentes, soit que le compositeur ait envoyé à Bâle une photocopie du manuscrit en cours de rédaction, avant la remise de l'original définitif, soit qu'il ait réclamé une photocopie d'un manuscrit déjà remis à la Zarrer afin d'y retrouver un élément ou de retravailler l'œuvre. Dans le premier cas, la photocopie rend l'image de l'état de la composition avant sa modification éventuelle. Dans le second cas, les annotations ajoutées ou corrections ajoutées à la photocopie transforment celle-ci en un manuscrit d'un nouveau genre. Autre remarque encore concernant certaines particularités des manuscrits boulésiens qui dénotent des usages particuliers aux compositeurs aux différentes étapes de la composition de l'œuvre. D'abord, une chose assez curieuse, les indications de mouvement et de dynamique, je pense que c'est... Voilà, c'est celle-ci. Les indications de mouvement et de dynamique et de nuance manquent à la plupart des manuscrits précédant la mise en net, c'est-à-dire à la plupart des manuscrits avant l'étape finale, on va dire. Là, je vous ai mis ainsi la première page d'une œuvre inédite et inachevée, qui est pour chœur, qui s'appelle « Oubli, signal, lapidé », avec le détail du haut à droite pour que vous puissiez voir plus en détail. Donc vous voyez que toute la musique est là, on peut dire, dans ces deux dimensions principales, c'est-à-dire qu'il y a les hauteurs, il y a le rythme, tout est absolument écrit avec cette écriture minuscule de Boulez, mais pour les manuscrits musicaux très précise, mais il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune indication de tempo, il n'y a aucune indication de dynamique. Doit-on jouer ceci lento, allegro, à quelle mesure métronomique? On ne le sait pas. Pianissimo, fortissimo, avec des crescendo ou crescendo, on ne le sait pas. Donc il avait cette habitude, à cette étape-là en tout cas de son travail, de ne pas mettre les nuances, de se limiter à la hauteur et au rythme. Donc le manuscrit, a priori, semble tout à fait complet, et il l'est, de fait, et en même temps, il est tout à fait incomplet, au sens où il manque ces éléments d'indication pour l'interprétation très importante. C'est un point très particulier des manuscrits de Boulez qu'on ne trouve pas du tout chez la plupart des autres compositeurs. Autre point, la différence d'état aux différentes étapes de composition. À l'étape initiale des esquisses, les documents sont souvent très disparates et surchargés, d'une façon qui semble véritablement désorganisée et qui rend leur déchiffrage difficile. Les musicologues en ont fait tous l'expérience. En revanche, plus on approche du terme de l'œuvre, plus les manuscrits deviennent extrêmement propres et complets jusqu'au moindre détail. Ici, par exemple, vous avez une esquisse sur la gauche concernant le livre pour quatuor. Donc là, c'est une page d'esquisse pour le calcul des indications métronomiques. Donc vous voyez ce grand désordre sur une seule page dans une esquisse qui est naturellement difficile à déchiffrer. Et en revanche, la mise au net d'une autre œuvre, de multiples, je vous ai pris une page là qui est à peu près lisible sur un écran. Donc vous voyez que malgré la complexité relative de la musique, tout est noté dans un détail absolument stupéfiant. Tout est déjà extrêmement propre et peut-être, on peut dire, édité presque en l'état. L'organisation progressive de la pensée de Pierre Boulez est ainsi très lisible au fur et à mesure de la constitution de l'œuvre, ce qui est donc très frappant dans la lecture de ces manuscrits. Enfin, il faut noter que les manuscrits boulésiens ne portent en général plus de date à partir du milieu des années 50. Le type de papier et musique utilisé, la marque, le format, le nombre de lignes, etc., permet parfois d'avancer des hypothèses de datation en s'appuyant aussi sur d'autres sources, la correspondance en particulier.
Il y aurait bien sûr d'autres éléments caractéristiques à notifier, mais il me faut dire quelques mots de manuscrits qu'on trouve hors de la fondation Zarrer de Bâle. Bâle, en effet, n'accueille pas l'absolue totalité des archives du compositeur. Si important soit-il, le fonds réuni à la Zarrer révèle des pièces manquantes qu'on peut, pour certaines, trouver dans d'autres lieux. Concernant l'Orestie, par exemple, on a longtemps cru que le manuscrit de cette importante musique de scène composée pour Barrault en 1954-55 avait été perdu avec une partie des archives de la compagnie lors de l'occupation du théâtre de l'Odéon en mai 68. Il n'en est heureusement rien et on peut aller aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, département des arts du spectacle, consulter l'intégralité de ce manuscrit aussi imposant, 2 volumes reliés, que fondamental, tant on sait que Boulez y a puisé matière à plusieurs réalisations ultérieures. Ce manuscrit devance et complète ce qui existe de l'œuvre à Bâle. Donc là, vous avez le manuscrit effectivement de l'Orestie sur la gauche, enfin une page donc, de ce beau manuscrit, avec toutes les annotations qui ont été faites lors des représentations, avec donc, on voit en particulier les nombreuses coupes auxquelles Boulez a été obligé de faire dans son manuscrit pour adapter la musique aux exigences théâtrales. Alors ce manuscrit est sans conteste le fleuron du fonds de la compagnie Madeleine Renaud Jean-Louis Barrault, qui recèle une importante collection boulésienne comprenant des manuscrits de Boulez lui-même, mais aussi de compositeurs dont il a dirigé les musiques de scène, avec tout un ensemble documentaire essentiel à la reconstitution de l'activité Boulez au sein de la compagnie Renaud Barrault. Outre les manuscrits musicaux, on y trouve l'ensemble des programmes de salle, des dossiers de presse très complets, des enregistrements, ainsi que diverses notes ou lettres de Barrault ou de ses collaborateurs. Parmi les manuscrits de Boulez figurent plusieurs compositions ou arrangements écrits pour accompagner les représentations théâtrales de la compagnie, dont La Cerisay de Tchekhov et Tête d'or de Paul Claudel, sur une musique de scène d'Arthur Honegger arrangée et complétée par Pierre Boulez. Figurent également les parties d'orchestre et les enregistrements de la musique écrite en 1974 pour l'adaptation scénique de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, dont le manuscrit autographe demeure par ailleurs introuvable à ce jour. Donc ici, à titre d'exemple, on voit les parties d'orchestre, une partie d'orchestre pour Ainsi parlait Zarathustra, qui est donc à la BNF. Et puis, je vous ai reproduit ici en détail un extrait de la musique pour Tête d'or, qui était donc un arrangement à partir de la partition d'Honegger. La plupart de la musique, c'est de la musique d'Honegger transcrit pour un orchestre différent par Boulez, mais avec des coupes et des ajouts de Boulez, dont cette partie de flûte, c'est un solo de flûte qui est plus dans le style du marteau 100 mètres que dans le style d'Honegger. Paris recèle d'autres manuscrits boulésiens importants. Celui de la musique composée en 1947, par exemple, pour la dramatique radiophonique Le Soleil des eaux, qui se trouve à la bibliothèque musicale de Radio France. Le voici. Il s'agit d'un gros volume relié de 54 pages, d'autant plus précieux qu'il n'existe pas d'enregistrement de l'émission. Depuis sa diffusion radiophonique en avril 1948, personne n'a donc plus jamais entendu cette partition dont Boulez a utilisé certains extraits pour former la cantate portant le même titre, Le Soleil des eaux. Donc il s'agit ici... Il s'agit ici, donc la couverture avec ce manuscrit qui est là. À Paris toujours, à la bibliothèque Lagrange-Fleuret, on peut trouver l'un des manuscrits des 3 psalmodies et des 12 notations pour piano et composé en 1945. Par ailleurs, au musée de la musique, à la Cité de la musique, il y a l'un des manuscrits de la sonatine pour flûte et piano qui, lui, est dédicacé à Roger Desormières. Au département de la musique de la BNF, cette fois-ci, ce département possède de son côté un autre manuscrit de la même œuvre, la sonatine, dédicacé celui-ci à Pierre Soujinski, avec d'autres autographes importants dont Agnès Simon-Recht vous parlera après moi. Les principaux étant ceux de la première version du visage nuptial, celui du premier livre des structures, ceux de la première et de la deuxième sonate pour piano, avec également pour cette dernière les épreuves corrigées, ainsi que l'un des 3 manuscrits repérés des 12 notations pour piano, avec une dédicace à Serge Nig. Les principaux autres manuscrits des œuvres de Boulez se trouvent éparpillés de par le monde, dans des lieux de conservation ou chez des particuliers.
La collection John Cage de la Northwestern University aux États-Unis, dans l'État de l'Illinois, recueille ainsi l'un des manuscrits de la deuxième sonate portant dédicace à John Cage, avec des esquisses des variations rondeau de 1946 et aussi l'une des rares traces, quelques esquisses très fragmentaires, de la symphonie concertante de 1947 que Boulez oublia dans la chambre où il logea lors d'un séjour effectué à Cologne en septembre 1954 et qu'il n'a jamais été retrouvé à ce jour. Ce manuscrit de la symphonie concertante, réputé perdu, ressortira peut-être un jour. Rien n'est impossible en ce domaine. Toujours aux États-Unis, la Morgan Library de New York a fait l'acquisition en 2018 du manuscrit autographe de la version initiale de la cantate Le Soleil des Eaux, ce que vous voyez ici, qui est daté le manuscrit étant daté de 1948, mais portant des traces d'annotation pour la refonte de 1958, avec aussi les épreuves corrigées du conducteur publiées chez Eugel en 1959. Donc ici, vous avez d'une part la première page des épreuves corrigées du début de l'œuvre et la première page du manuscrit de la seconde partie de l'œuvre, donc qui se trouve à la Morgan Library. Ce sont là les principaux manuscrits musicaux de Boulez repérés dans les collections publiques, en dehors de la Fondation Zahrer de Bâle. Cela ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres, mais seulement que je ne suis pas parvenu à obtenir confirmation de la présence de ceux pour lesquels je disposais de pistes plus ou moins vérifiables. J'ai été ainsi tout récemment. D'autres chercheurs pourront peut-être à l'avenir en déceler quelques-uns. J'ai été ainsi tout récemment informé de l'existence d'un manuscrit jusque-là parfaitement inconnu, relatif au quatuor pour ondes Martenot. La recherche archivistique est sans fin et sans limite a priori et possède tous les traits d'une enquête de police. Elle requiert du temps, de la patience et une bonne dose de ténacité. Les autres manuscrits musicaux repérés sont la propriété de possesseurs privés. Parmi eux, certains sont bien connus des exégètes boulésiens et communiquent volontiers avec des chercheurs porteurs d'un projet sérieux. Ils sont cités en source dans le catalogue que j'ai publié. J'ai été heureux en particulier de trouver 2 manuscrits qui n'avaient pas été décelés jusque-là. Il s'agit d'une part d'un manuscrit de Thèmes et variations pour la main gauche, une pièce qui est datée de juin 1945, que Boulez avait offert à cette époque à son condisciple au conservatoire Bernard Flavigny, à qui l'œuvre d'ailleurs est dédiée, dont vous voyez ici à gauche la première page. Ce manuscrit-là, d'ailleurs, est très semblable à celui qui existe par ailleurs, l'autre copie qui existe à la Fondation de Bâle. Il n'y a que quelques différences minimes. D'autre part, j'ai également pu retrouver un manuscrit de la partie de flûte de la sonatine, qui est ici la première page à droite, que Boulez avait confié à Jean-Pierre Rampal dans l'espoir d'une exécution qui n'eut jamais lieu, également dans les années 46-47. Ce manuscrit, qui lui date de 1946, est plus essentiel du fait des révisions importantes dont la sonatine a été l'objet en 1949. Quelques autres manuscrits proposés en vente publique ont été achetés par des acquéreurs anonymes. Ils sont notifiés dans le catalogue par des références de la vente. Certains possesseurs n'ayant pas souhaité voir leur nom figurer, le catalogue souffre de quelques trous obligés, avec les manques involontaires que l'avenir complétera. Je veux parler de manuscrits dont je n'aurais pas eu connaissance, et il en existe forcément. Tel est l'état des lieux que je peux faire concernant les manuscrits musicaux de Pierre Boulez, qui constituent la part majeure des archives, même si d'autres types de documents existent et sont également importantes pour la recherche boulésienne, notamment les manuscrits qu'on peut dire littéraires, en particulier toutes les correspondances dont une partie se trouve en grande partie à la Zahrer à Bâle et une autre à la BNF et un peu partout ailleurs dans le monde concernant l'activité plus spécialement de chef d'orchestre de Pierre Boulez, dont notamment la correspondance avec Wieland Wagner à Bayreuth. Je vous remercie.